C'est un nouveau rendez-vous de votre émission politique Surface de vérité. Bonsoir et bienvenue. Il est diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris. Sa carrière professionnelle commence dans la publicité en Île-de-France chez KR Media. Il a rejoint par la suite le groupe Baya Presse en tant que directeur Afrique. 2017, il veut être autonome pour mieux implémenter sa vision. Alors, il devient cofondateur du groupe Téminéis Média qui fait dans l'édition de presse jeunesse. Révélé au public burkinabé, vous le savez, il y a quelques années déjà sur nos antennes. Il est aujourd'hui l'un des analystes les plus en vue de la place. Lionel Bilgou est dans le fauteuil blanc ce soir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Guébré. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Déjà, ça vous gêne visiblement quand on vous appelle journaliste. Vous n'êtes pas journaliste, c'est bien ça? Non, en fait, ce n'est pas que ça me gêne, mais je ne suis pas journaliste. Par honnêteté intellectuelle, je n'ai jamais fait de formation en journalisme. Je suis d'une formation économique, gestion et managériale. Je n'ai aucune notion en journalisme et je ne vis pas du journalisme. Je suis entrepreneur. Et je ne suis pas du tout journaliste. Donc dire que je ne suis pas journaliste, c'est d'abord faire amende honorable au métier de journalisme qui est un métier noble. Il faut être allé à l'école du journalisme, être formé ou vivre de ce métier pour bénéficier du titre de journaliste. Toujours est-il que vous n'êtes pas loin puisque vous êtes dans l'édition de presse. Oui, il n'y a pas que ça. Je suis dans l'édition de presse au Burkina, mais j'ai bien d'autres intérêts entrepreneuriaux en dehors du Burkina Faso. Mais tout ça, c'est dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est dans le domaine du management, c'est dans le domaine du développement et pas dans le domaine du journalisme. Tout à fait. Serez-vous proche du ministre Éric Bougouma? Ça se murmure, hein, le ministre des Infrastructures. On entend dire que vous êtes, comme on le dit dans le jargon, son bon petit. Je ne suis pas le petit du ministre Éric Bougouma, ni de près ni de loin. Monsieur Éric Bougouma n'a aucune ascendance sur Lionel Bilgou. Aucune. Alors là, je vous le dis tout de suite. Je ne suis ni le petit de Éric Bougouma, ni le petit d'aucune autre personne dans le sens où vous le dites, au Burkina Faso ou ailleurs. Je suis autonome et libre. Il n'y a pas que Éric Bougouma que je connais dans le gouvernement. Et d'ailleurs, certains qui sont dans le gouvernement, je les connais bien avant de connaître Éric Bougouma. Je suis un ami d'Éric Bougouma. Contrairement à certains qui, avant que le coq n'ait chanté, avant qu'il ait eu même l'idée de chanter, ont renié leurs amitiés de longue date, moi j'assume mes amitiés. Mais je les assume droit dans mes bottes. Éric Bougouma n'est pas, je ne suis pas le petit d'Éric Bougouma et il n'a aucune ascendance. Vous ne recevez pas de consigne de lui quand vous venez sur les plateaux télé, par exemple? Monsieur Guébré, est-ce que vous me voyez, moi, recevoir une consigne de qui que ce soit dans ce pays pour dire ce que je pense? Mes prises de position ont parfois même créé des problèmes à Éric Bougouma. Quelques petits larbins qui courent à chaque fois que l'on critique ou que l'on parle, prendre nos paroles pour aller distribuer à qui de droit, pour dire, voyez-vous, ce monsieur, il est proche de telle personne, mais il nous critique. Et on fait des personnes qui sont sincères dans leur sortie, qui sont sincères dans leur prise de position, des ennemis. Et ça, c'est la recette fondamentale de certains incompétents qui sont irrités par la critique. Malheureusement. Et vos critiques, justement, visiblement, qui semblent aussi déranger la gouvernance, non? Des intimidations, vous en avez reçu? Écoutez, je pense que je ne suis pas celui qui a reçu plus d'intimidation par rapport à d'autres personnes dans ce pays. Mais on continue de faire notre travail. Ceux qui sont dans des laboratoires sombres en train d'imaginer ou de fomenter des mensonges éhontés contre X ou Y parce que la personne, ses critiques leur dérangent, ils n'en auront que pour leur prix. Moi, mon carburant est en dehors de cette terre. Ce qui me fait marcher, c'est l'amour pour mon pays. Et c'est trop facile de se comporter comme ça vis-à-vis de personnes. Notre pays est dans une situation très grave. Ceux qui sont en train de fomenter des coups dans leur laboratoire, moi je ne les en veux pas. Les méchants dans toute cette histoire, ce sont les silencieux et les indifférents. Ceux qui sont là tapis chez eux. C'est à cause de l'indifférence de millions et de millions de personnes que l'on parvient à atteindre une minorité de personnes qui, au nom de l'amour qu'ils ont pour le pays, portent de la voix. L'indifférence, le silence, agir surtout au nom de la patrie. Et c'est ce que vous faites aussi à travers cette initiative Soldats, je vous aime. C'est quoi cette motivation? Vous savez, moi je pense qu'on est arrivé à la réflexion de dire que ce pays est dans le gouffre. Monsieur Guébré, ce qui doit même faire notre unité, ce qui doit faire notre alliance,
ce qui doit nous amener à nous oublier, n'arrive même pas à nous ressouder. L'intégrité du Burkina Faso, la sécurité qui menace nos vies, la sécurité qui menace notre titre de Burkinabé, n'arrive même pas à nous céder. Alors, avec des camarades, nous avons décidé de magnifier celui qui représente le symbole de notre unité, qui est les forces de défense et de sécurité. Le soldat qui est au front, celui-là qui trime, qui donne sa poitrine pour que nous puissions, dans une insouciance parfaite, dormir tranquille dans nos villes. C'est à lui que nous avons voulu rendre hommage à travers Soldats, je vous aime, pour leur dire que nous les aimons, pour dire à ces VDP, à toutes ces milliers de personnes, tous ces soldats debout, tous ceux qui critiquent, tous ceux-là qui donnent de la voix pour que ça change, parce qu'eux aussi ce sont des soldats, nous avons voulu leur dire, à travers Soldats, je vous aime, que nous les aimons vraiment, que nous sommes soucieux du sacrifice qu'ils font sur le terrain. Et vous n'imaginez pas ce que ce message, ces vidéos qui ont circulé, ont fait comme baume dans le cœur des soldats. Nous avons les retours. Nous avons les retours, y compris des familles de soldats, qui viennent nous dire merci. On pensait que nous étions les seuls, nous, membres de leur famille, à les aimer. Maintenant, on sait que d'autres personnes les aiment. Et cette initiative, partie de rien, je vous assure, 0 franc. Parce que ceux qui ont participé à la réalisation de toutes les vidéos ne sont pas des crevards. Ce sont des entrepreneurs. Ce sont des jeunes convaincus que ce que nous sommes en train de faire était idéal. Et ils ont tous participé. Je pense à ces studios d'enregistrement. Je pense à ces réalisateurs. Je pense à ces artistes musiciens, à ces personnalités publiques, à toutes ces personnes qui, de façon bénévole, ont contribué à donner un poids à ces messages. Mais je pense aussi à ces médias. Pendant plusieurs semaines, j'étais le plus gros mendiant d'espace publicitaire à titre gracieux dans ce pays. J'ai visité des médias. Certains ont accepté, d'autres ont refusé. Heureusement, ceux qui ont refusé n'étaient pas nombreux. Mais la plupart des médias ont dit, ces messages-là, nous-mêmes, nous devons jouer notre partition, nous vous donnons l'antenne gratuitement. C'est l'occasion pour moi de les remercier. Et cette expérience nous a fait savoir une chose, M. Guébré, qu'en réalité, les Burkinabés savent être solidaires. Et que pour 0 franc, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, justement. Et dans ce contexte sécuritaire, on doit en faire davantage. Qu'est-ce qui nous arrive, justement, pour cette question? Sommes-nous en train, là, de toucher le fond? Nous avons déjà touché le fond. Faut que certaines personnes arrêtent de se mentir et de mentir aux Burkinabés. Nous sommes dans le gouffre. Et l'apocalypse, c'est maintenant pour le Burkina Faso. Nous vivons un drame terrible du fait de l'incompétence de certaines personnes, l'incompétence notoire de certaines personnes, du fait que la corruption est devenue un culte, une religion par excellence dans notre pays. Et ces adeptes sont très nombreux. Ils sont très nombreux parce que certains n'ont pas l'amour du pays. Certains n'ont pas l'amour de la patrie. Ce ne sont que des intérêts égoïstes. Ce ne sont que des individualités disparates, sans aucun fondement. Ce qui arrive au Burkina, c'est qu'on n'est pas arrivé à définir le Burkina, à donner une définition concrète à ce qu'est le Burkina. Sankara a essayé, en donnant le titre intègre. Intègre qui était un mot générique. Quand vous vous présentez à l'étranger, vous dites que vous êtes burkinabé. Tout de suite, le mot intègre vient à la tête de votre interlocuteur. C'était bien. Mais après cela, Sankara mort, on a tué les idéaux de Sankara avec. Et aujourd'hui, qui nous sommes réellement? On a passé le temps dans des jeux claniques. La politique a divisé. Le régionalisme a pris forme. On a oublié certaines ethnies. C'est ça ce qui nous arrive en réalité. C'est une frustration ethnique dans certaines localités. Aujourd'hui, quand vous dites on a touché le fond, c'est comme si vous en voulez un pouvoir. Non, pas du tout. Moi, la responsabilité est collective. Et je l'ai souvent dit. Et quand je le dis, certaines personnes disent non, nous on n'est pas responsables, c'est ceux qui nous gouvernent. Mais si celui qui vous gouverne, M. Guébré, vous êtes dans un bus, celui qui conduit de façon inadaptée, qu'il met vos vies en danger et que tous les passagers sont silencieux, quand il y a un accident, tous les passagers sont responsables. Parce qu'ils n'ont pas attiré l'attention de celui qui conduit. Ils n'ont pas mis tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour dissuader le chauffeur, pour l'arrêter. L'apprenti, tout comme les passagers. Si on vous écoute, c'est aussi ça. Mais écoutez, à un moment donné, je pense qu'on est embarqué dans un bus volontairement. Quand on ne nous écoute pas, eh ben, on prend d'autres options. Il y a plusieurs manières de se faire entendre
dans un pays démocratique. Il y a plusieurs manières de se faire comprendre dans un pays démocratique. Justement, sans être alarmiste, est-ce là, il faut dire, c'est la fin programmée du Burkina en tant qu'État? Le Burkina, c'est un État failli. Mais l'État du Burkina, c'est quoi? C'est combien de villes aujourd'hui? Monsieur Guébré, je vous assure que c'est très grave que ce qu'on nous laisse croire. Nous n'avons plus la maîtrise de notre territoire. Nous n'avons plus la maîtrise d'une grande partie de notre territoire. Et j'ai été personnellement dans la zone des 3 frontières. Oui, j'ai passé des jours dans un détachement militaire dans la zone des 3 frontières. J'ai rencontré des populations. Et bien là-bas, dans le Sahel, on ne nous parle pas de terrorisme, hein. On nous parle de guerre ethnique entre plusieurs communautés qui s'entretuent et qui s'entredéchirent. Des communautés qui se sont senties abandonnées durant des années, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Qu'avons-nous fait pour les régions du Nord? Qu'avons-nous fait pour les régions de l'Est? Qu'avons-nous fait pour la région du Sud? Comment est-ce que dans un pays, ce n'est que le développement d'une capitale, les tours qui poussent ci et là, qui font que le pays est un pays? Qu'avons-nous fait pour intégrer certaines communautés, pour leur faire comprendre qu'ils ont le même titre de burkinabé que vous, Aubin Guébré, que moi, Lionel Bilgo? Ce sentiment de ne plus se sentir concerné par la nation burkinabé est très élevé dans certaines communautés. Et j'ai pu le sentir là où je suis allé. J'ai pu le sentir dans le regard et dans les yeux des hommes et des femmes qui m'ont parlé. J'ai pu le sentir dans le camp des déplacés. Quand la haine arrive à ce niveau-là, je vous assure que nous sommes en plein apocalypse. C'est dur quand même, on vous dirait encore que vous êtes en train d'effrayer. C'est une forme de démoralisation, non, quand vous dites ça? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Quand vous arrivez chez un médecin, avant de vous soigner, eh ben, il fait un diagnostic. Et quand il trouve le mal qui vous habite, sans vous dire que vous avez mal à tel endroit, comment vous pouvez adhérer psychologiquement dans la démarche de guérison avec lui? La sincérité, c'est la garantie de tout succès d'entreprise. Mais la sincérité peut tuer le malade. Mais, non, la sincérité ne tue jamais le malade. Si le malade est malade, il est malade. Il faut lui dire qu'il est malade. D'ailleurs, les médecins vous diront que dans leur métier, ils sont obligés d'avoir un discours sincère et honnête, un diagnostic correct, vérité, avec le malade. C'est le faux fuyant, en fait. Le malade va mourir dans 3 jours, vous lui dites clairement, vous allez mourir dans 3 jours. Peut-être que lui avoir dit ça va lui permettre de ranger certaines choses dans sa vie avant de partir. Ce qu'il n'aurait peut-être pas fait si vous ne lui avez pas dit. D'accord. Inata en est l'illustration, justement. Révélation d'un problème criard de coordination ou de commandement au sein de l'armée burkinabé, il faut le dire. Notre armée est aussi malade que notre société. En fait, on veut que l'armée soit différente de la société. Non, la société est fracturée. L'armée aussi est fracturée. L'armée a du mal à coordonner, à diriger, à orienter. Parce que les mêmes rancœurs qu'il y a dans le cœur de nos politiciens, de nos militants dans les partis politiques, etc., il y a ces mêmes rancœurs-là au sein de l'armée. Il y a ces mêmes ressentiments-là. Tout le monde ne travaille pas dans le sens de bien faire ou de sauver. Je vous assure que dans une église ou dans une mosquée, vous avez plein de fidèles, mais vous avez peu de croyants. Il y en a qui viennent juste pour satisfaire leur conscience, d'être allés répondre à leur culte de religion, mais qui en réalité se comportent comme des mécréants. C'est pareil. Dans notre armée, il y a un véritable problème. Et la seule personne capable de résoudre ce problème, celui-là qui a les manettes, c'est le chef de l'État, le président Roch-Marc Christian Kabore. Justement, pour certains, il faut aller justement au-delà du commandement militaire. C'est le politique, le souci. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans la gouvernance du président Roch-Marc Christian Kabore? Il est mal entouré. Et quand on dit qu'il y a des incompétents autour de lui, il y en a qui se trouvent fâchés ou frustrés. Si vous ne voulez pas qu'on vous critique, faites bien les choses. Et, M. Guébré, moi j'ai plus à perdre si ce pays venait à disparaître que ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Ils ont fait leur vie. Ils se sont assumés au moment où ils devaient s'assumer. Au nom de quoi je devrais, moi, me taire, comme un mouton de sacrifice, qu'on me conduise à l'autel de sacrifice. J'ai l'âge aussi où je peux prendre la parole pour le bien-être de mon pays. J'ai l'âge où je peux agir pour le bien de ce pays. Et critiquer ne fait pas de nous des ennemis. Non, au contraire. C'est ceux-là qui sont incompétents, qui sont mal intentionnés autour du président, c'est eux qui sont énervés quand on leur dit ça. On dirait que c'est si facile à dire qu'à faire. Mais écoutez, c'est lui le président. En fait, le coupable dans tout ça, c'est lui. C'est lui qui fait le casting.
C'est lui qui fait le casting. Je vous dis une chose, un compétent sous-employé est une perte à gagner pour une entreprise. Mais un incompétent suremployé, c'est une faillite certaine. C'est une faillite certaine. Parce que vous avez beau faire, vous avez beau lui donner les moyens pour agir, puisqu'il est incompétent, il ne sait pas comment faire. Les c'est une gouvernements, faillite. on en a changé quand même. Oui, même mais au sein du commandement militaire, on en a changé. De plus en plus, on a créé de nouveaux généraux. Je vous assure, monsieur, Ça ne change pas malgré tout. Monsieur Guébré, c'est une question de casting. Le président Roch-Marc Christian Kaboré ne veut pas sortir de sa zone de confort. Parce que aussi, il ne faut pas oublier l'histoire, comment ils sont arrivés au pouvoir. Cette crise de fracture qui a survenu au départ du président Blaise Compaoré a tétanisé certains. Vous avez des gens qui ont le pouvoir et qui se comportent comme des gens qui n'ont pas le pouvoir. Il y a un problème. Et quand vous êtes dans une zone de confort, que tout ce que vous avez autour de vous sont des bénis oui-oui, ou que ce sont des gens sur qui vous avez une ascendance parfaite et qui ne peuvent pas vous dire droit dans les yeux la profondeur de la réalité du terrain, puisque vous n'êtes pas sur le terrain, eh bien vous êtes entouré de personnes en réalité qui vous endorment. Et moi je dis une chose, ce n'est pas un gouvernement politique qui va nous faire sortir de cette situation. Le Burkina est tellement divisé qu'il faut un gouvernement de technocrates et d'union nationale pour nous sortir de cette crise-là. Un gouvernement à coloration uniquement politique n'arrivera pas à nous faire sortir de ce gouffre-là. Et il faut que le président fasse le nettoyage autour de lui. Il y a des gens, des personnes qui traînent derrière eux des casseroles, des personnes qui ont été réhabilitées du fait de leur nomination alors que la justice les avait condamnés par le passé et qu'ils ont été mêlés dans des histoires de corruption, des personnes sans exemplarité, des personnes qui n'inspirent aucune once de compétence ou d'intelligence pour gérer quoi que ce soit dans ce pays-là. C'est eux-là qui nous gouvernent. Que voulez-vous? La population va se dire, mais attends, si c'est lui qui me gouverne, au nom de quoi je devrais accepter cela? Et la délinquance est partout dans notre société. Dans notre administration, c'est partout. Corruption par-ci, tout le monde ne rêve et ne court que pour l'argent. Parce qu'on a mis l'argent en fait au devant de tout. La compétence ne suffit plus. L'intégrité, là, ce n'est plus une question pour le Burkinabé. Si vous avez l'argent, vous êtes saint, vous êtes sage, vous êtes un ange, vous êtes adulé. Et il faut qu'on transforme ça dans la tête de la jeunesse. Lionel Bilgou, il y a des gens qui ont beaucoup parlé dans ce pays. On les a appelés justement au pied du mur, mais c'était l'échec. Moi, je vais vous dire une chose. Certaines personnes disent, et moi je l'ai souvent entendu, il parle beaucoup parce qu'il veut être nommé. Si c'est comme ça, Naïm Touré aurait été Premier ministre dans ce pays. Ceux qui parlent et qu'on les appelle, c'est parce que celui qui les a appelés, c'est pourquoi il les a appelés et pourquoi il parlait. Il y a des gens qui vont parler toute leur vie, on ne va jamais les appeler. Jamais. Et il y a des exemples dans ce pays-là. Si on vous appelait, vous irez? Non. Moi, je ne suis pas là pour répondre à n'importe quel appel. Mais je dis une chose, le but de tout Burkinabé, c'est de servir son pays. Quand vous dites que vous n'irez pas servir votre pays, vous devez avoir des arguments solides. Donc, c'est possible que vous y alliez dans un gouvernement. Mais, M. Guébré, la question des gouvernements, ce n'est pas moi qui les décide. Je vous ai dit aujourd'hui, là où je suis, je ne suis pas un désœuvré, je travaille. Et j'ai des missions que je me donne à moi-même. Dans le milieu associatif, dans le milieu éducationnel, je m'applique et je m'investis. On n'est pas obligé de servir le pays dans un gouvernement. Il y a des gens même qui auraient dû ne pas aller, qui sont là-bas aujourd'hui, qui auraient dû ne pas aller, parce qu'ils étaient plus utiles pour le pays ailleurs. Et dans un casting, vous savez, vous prenez quelqu'un parce qu'il est compétent. Mais le tout n'est pas d'être compétent. Le tout n'est pas de savoir-faire. Il y a aussi la question du savoir-faire faire. Effectivement, vous avez raison. Il y a des gens qui sont pétris de talent, qu'on a nommé ministre, mais ça n'a pas marché dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le sens du management. Ils savaient faire techniquement leur travail, ok, mais faire bouger des équipes, avoir le leadership nécessaire pour entraîner des masses avec soi, c'est une autre paire de manches. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Aujourd'hui, la démission du président du Faso réclamée dans la rue, est-ce la solution? Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention. Je ne suis pas un anarchiste. Si nous voulons changer les choses dans ce pays, nous devons consciencieusement
emprunter les voies constitutionnelles réservées au Burkina Faso. Je vous fais remarquer une chose. Aucun président, tous les présidents qui sont montés au Burkina Faso, il y a eu toujours des coups d'État ou des déstabilisations constitutionnelles au remplacement des uns et des autres, jusqu'à la chute du président Blaise Compaoré. Zida qui prend le pouvoir, un coup d'État qui s'annonce, il tripatouille pour rester, et puis Roch Marc Christian Kaboré qui arrive avec des élections, mais qui avait participé avec le MPP à la chute de l'autre, etc. Donc, on est dans une histoire de vengeance et de revanche. On a les cœurs chargés très haut comme ça. Chaque cœur est armé de munitions. Et ce sont les gens des années 80 qui sont arrivés au pouvoir, qui continuent dans leur histoire de match aller-retour, de stade recto-verso. Et tant qu'on va continuer comme ça, on ne va pas arriver à un équilibre constitutionnel adéquat. C'est pour ça que je dis, une déstabilisation peut nous plonger davantage dans les abîmes. Et il faut faire attention à éviter certaines crises. Parce qu'aujourd'hui, si ça crépite au Burkina Faso, ce n'est pas comme au Mali ou en Guinée. Hein. Là, le sang va couler à flot. Parce que les cœurs sont chargés, à balles réelles. Et on sait que dans les institutions, y compris dans l'armée, qui est très structurée, les cœurs sont hauts comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Moi, je pense qu'il faut travailler encore davantage à mettre la pression sur celui-là seul à qui les Burkinabés ont confié leur voix à une élection récente pour qu'il y ait un changement fondamental de dynamique. C'est un changement systémique dont nous avons besoin. Est-il encore capable, le président de Faso, aujourd'hui, de changer de dynamique? La Constitution lui donne cette capacité-là. Il faut faire attention à ne pas désacraliser la fonction présidentielle. Et je dis ça à certains opposants. Puisque vous-même vous aspirez à vous asseoir sur ce fauteuil-là, si vous piétinez avec vos pieds et vos sandales l'escalier de ce fauteuil-là, vous allez vous asseoir dans la merde. Parce que ceux qui vont prendre le pouvoir en 2025, que Dieu nous donne longue vie, ils reprendront avec la même population et les mêmes comportements. C'est pour ça que j'ai condamné que des adultes s'adonnent à la dépravation de nos symboles. Brûler l'Assemblée nationale, brûler des maisons ici et là, etc. C'est cet exemple-là qu'on donne à la jeunesse aujourd'hui. Monsieur Guébré, moi je suis né dans ce pays. Mon placenta est enterré à Bilbao. Je suis né à la maternité de Gongé. Et donc je compte travailler à ce que cette terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui ne soit pas souillée. Et nous avons ça en commun avec cette nouvelle génération, avec cette jeunesse-là. Nous devons nous départir de ces clans de guerre sans fin. Parce que nous sommes victimes et à la fois coupables de notre association parfois à ces guerres fratricides sans fin-là. À quel moment nous allons mettre fin à cela pour regarder notre intérêt commun, le Burkina Faso? C'est le plus important, le Burkina. Et ce qui révolte davantage, ce sont ces cas de mauvaise gestion des ressources publiques dans ce contexte justement où les FDS n'ont toujours pas tout ce qu'il faut pour faire le travail sur le terrain. On parle de cette loi de programmation militaire, c'est quelque chose de 725 milliards de francs CFA qui doit prendre fin en 2022, mais jusque-là, sur le terrain, les hommes continuent de se plaindre. Alors on s'interroge aussi sur la gestion justement de toutes ces ressources. Mais je vous disais tout à l'heure que la corruption est devenue une religion dans notre pays. Et dans cette situation de guerre-là, pour moi, le corrompu est aussi un terroriste pour le Burkina Faso. Et il faut le mettre hors d'état de nuire. Qu'il soit en col blanc ou qu'il soit en col noir. Parce qu'on a l'impression que les corrompus, ce sont les ministres. Il y a aussi des gens de bas d'échelle. Il y a le directeur de marché public, il y a le caissier, il y a le policier, etc. Et là encore, le rapport du RENLAC qui positionne la police. OK, bon, la police, on sait, la police municipale, on sait ce que c'est, franchement. C'est vrai que quand on interroge par étude, tout ce qui nous vient en tête, parce qu'ils sont en contact avec nous tous les jours dans les feux de stop et tout, c'est leur nom que l'on cite. Mais quand vous consolidez la quantité, la masse d'argent peut-être que cette corruption-là génère, un directeur de marché en un coup peut faire double en une année. Donc, en réalité... on parle là de la petite corruption. Oui, on parle là de la... C'est une petite corruption. N'a pas forcément un grand le policier au feu, il a les fins du mois à arrondir, il a son enfant, etc. C'est pas que j'excuse ça. Hein. C'est surtout cette corruption qui impacte le développement, justement, l'investissement, voilà. Des marchés publics. Des marchés publics, des rétrocommissions par-ci, par-là, dans un pays en guerre. La douane est complètement gangrénée.
les scandales récemment où on a déposé des douaniers, etc. à la Mako, mais je vous dis que l'envers du décor est plus salace que ce qu'on nous laisse voir aujourd'hui. Et cette corruption-là est endémique. Et il faut lutter et combattre cette corruption-là. La preuve, il y a des gens qui sont salis, qui sont dans des manigances de corruption, dont on connaît la véracité aujourd'hui, mais qui sont imperturbables. Ils restent droits dans leurs bottes. Quel exemple vous donnez à la population? Et maintenant, vous faites des appels à contribution pour la solidarité de l'armée. L'armée n'a pas un défaut de budget. 700 millions, vous l'avez dit. Mais c'est 700 millions... 725 milliards. 725 milliards, excusez-moi, 725 milliards, vous avez dit, mais ces 725 milliards a été utilisé, en partie en tout cas, pour résoudre des questions infrastructurelles. Donc, l'hôpital militaire, les camps de gendarmerie, etc., n'étaient pas clôturés. Donc, l'investissement est parti vers là. Mais le soldat lui-même qui est sur le terrain, il ne sent pas les 725 milliards. Parce qu'il y a des soldats qui ont toujours des problèmes aujourd'hui de gilet pare-balles. Il y a des soldats qui, même à Inata aujourd'hui, il y a des soldats qui n'avaient pas de gilet pare-balles. Je vous le dis. Inata n'était pas un camp bunkérisé. Ils dormaient dans le village, à l'air libre. On est venu les cueillir. Ah oui, oui, oui. Ils étaient 100 et quelques. 3 mois qu'ils ont passé là, fatigués, épuisés. Ils attendaient la relève depuis longtemps. Et cette relève n'est pas arrivée. Est-ce que les sanctions, justement, déjà annoncées, le relèvement de commandant, suffisant à votre avis? Le commandant est le plus petit des boucs émissaires. Il faut aller au plus haut niveau. On a un problème. Il y a du sabotage dans l'air dans cette affaire. Il y a du sabotage. Je vous parle en connaissance de cause, M. Guébré. Et il faut faire attention parce que c'est l'armée. Effectivement, tout n'est pas visible, tout n'est pas compréhensible. Mais il faut travailler justement à renouveler notre armée. Renouveler notre armée pour permettre aux jeunes officiers dynamiques qui ont envie de lutter, d'aller lutter. Le Burkina Faso a les moyens de réussir cette guerre-là, de transformer la donne, d'aller à l'offensive que d'attendre à chaque fois que l'on vient nous attaquer. Nous en avons marre des réactions. Nous voulons des actions. Et c'est seulement comme ça que nous allons sortir de là. Que toute la chaîne de commandement militaire, tous ceux qui savent, qui sont fatigués et qui sont dépassés, qui n'ont plus d'entrain patriotique, qu'ils rendent leur démission. Ou que le chef de l'État prenne un décret pour amener certains à la retraite. Pour faciliter le renouvellement générationnel également dans l'armée. Pour faciliter le commandement. Et cet argent, les 727 milliards, il faut que le soldat au front ressente cela. Il faut que le soldat qui est au front ressente cela. Ce n'est même pas consommé, on est presque à la fin, mais ce n'est pas encore consommé. Et c'est là que le bas blesse. C'est-à-dire qu'on est en période de guerre et on veut que les dépenses militaires de l'armée fonctionnent comme les dépenses du ministère des Infrastructures ou du ministère du Commerce. Le même processus de décaissement. Ce n'est pas possible. On aura toujours cette lenteur-là. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la corruption est également aussi dans l'armée. J'ai eu la chance de participer à une restitution d'un rapport de la LCE et de comprendre que la gangrène est profonde. Et la LCE qui a du mal justement à auditer. Mais la LCE est arrivée. Au niveau de l'armée. Non, la LCE est arrivée, en partie à auditer. Le rapport est restitué, on a vu des goulots d'étranglement, des passations de marché gré à gré qui ne correspondent pas du tout aux réalités du terrain, des surfacturations, du matériel acquis qui ne répond pas aux normes d'acquisition, etc. Et des retrocommissions qui passent sous le manche, etc. Donc, la LCE est arrivée, grosso modo, à calculer. Il y a des aspects sur lesquels c'est difficile. C'est difficile. Par exemple, vous prenez au ministère de la Sécurité, la LCE arrive et trouve qu'il y a plusieurs millions qui sont imputés dans une ligne budgétaire qu'on appelle action psychologique. Bon, action psychologique, la LCE cherche à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, l'action psychologique, c'est, vous voyez, les petits bobos sur le terrain, les hommes de terrain qui nous enseignent, parfois il faut les motiver, etc. OK. Mais quand la SE prend cette ligne budgétaire et dissèque cette ligne budgétaire, plus de la moitié de la ligne budgétaire est imputée au ministre, qui n'est pas sur le terrain. Et dans ce qui est imputé au ministre, il y a le carburant, alors qu'il a déjà un budget carburant qui est ajouté. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on est dans ce pays-là. C'est ça le vrai terrorisme aussi. Et dans tout ça, il y a aussi le travail de ce pouvoir qui est le législatif, qui devrait pouvoir aussi jouer un rôle. On a vu le président de l'Assemblée se déplacer justement auprès des blessés d'Inata. Mais l'Assemblée aussi a un rôle à jouer à ce niveau en interpellant justement l'exécutif. Il faut féliciter le président de l'Assemblée nationale pour cette initiative. Je crois que c'est salutaire. Il faut qu'on sente aussi que l'Assemblée nationale s'implique. Le fait qu'il soit allé
s'acquérir de l'état de santé des blessés, c'est très bien. Mais l'Assemblée doit jouer pleinement son rôle, se départir de toute considération d'appartenance politique pour justement user de tout son poids législatif. Parce qu'on parle de contre-pouvoir, nous sommes dans une démocratie où on parle de contre-pouvoir. Il faut que ce contre-pouvoir-là se fasse sentir. L'Assemblée nationale a fait des rapports qu'elle n'a jamais osé publier, rendre public. Tellement c'est ahurissant et tellement c'est compromettant pour certaines personnes. Et il faut taire ces rapports-là. À un moment donné, il faut que l'on ait un dépassement de soi, que l'on s'oublie individuellement. Moi, je vous dis encore une fois, M. Guébré, ce qui se joue là, le péril à venir là, c'est notre nation. C'est ce qui vous confère le droit et à moi d'être burkinabé. Et si on n'est même pas capable de penser ça et de surseoir à nos erreurs de mesurer à un moment donné, de surseoir à nos divisions, à nos charlatanismes sans retenue, pour justement d'abord reconstituer notre mère patrie, la terre du Burkina Faso. Il y aura des opposants ici qui vont battre campagne mais qui n'auront pas de pays à gérer. Le débat, justement, c'est qu'au niveau des politiques, opposition comme majorité, on a comme l'impression que malgré la situation, on continue de faire de la politique comme si de rien n'était. Mais c'est là que c'est très grave. C'est là que c'est très grave. La majorité continue de faire sa politique de dénigrement, d'identifier des boucs émissaires. C'est toujours ça. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Mais vous avez le pouvoir. Dès le début des attaques, ah, c'est les gens du déchu. Ok, d'accord. Mais qui a le pouvoir? C'est donner trop d'importance à des gens en réalité qui ne sont même plus sur le territoire. Aujourd'hui, il y a justement, on voit ces audios qui circulent, ces accusations vis-à-vis de la France, par exemple. Non, mais que l'on soit clair. Le rôle de la France dans ce qui arrive en Afrique de l'Ouest est engagé. Sa responsabilité est engagée. Tout à fait. Mais là encore, qu'est-ce qu'on fait? Oui, la responsabilité de la France étant engagée, nous devons d'abord comprendre que cette France-là, en réalité, si elle est responsable, elle est aussi la conséquence et la cause du problème qui nous arrive. Il faut la traiter. Et la traiter, c'est dans notre attitude et dans notre posture. Quand on dit souvent certaines choses sur la France, certains Africains disent « Ah, c'est l'émotion ». Ah non, 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 non. Il y a longtemps que nous, on a quitté l'émotion. On est dans l'indignation, c'est différent. Et quand on dit ça également, ce n'est pas qu'on attend que la France vienne régler le problème. Non. C'est pour que ça frappe dans les consciences et que le maximum de personnes soient informées. Une démocratie ne marche que lorsque les populations qui sont dans cette démocratie sont formées et informées. C'est seulement comme ça que ça marche. C'est quoi ce qui se passe justement ces derniers temps avec le convoi militaire français? C'est très bien. Parce qu'il faut prévenir le peuple burkinabé de ce qui se passe sur son territoire. Il y a la douane pour contrôler ce qui rentre ici. Avant que ça n'arrive, il faut dire aux gens, eh ben, écoutez, nous avons des accords militaires qui permettent de traverser notre territoire avec du matériel sensible. Ce matériel est composé de qui va à. C'est tout. Après, les gens sont d'accord qu'il y a une certaine forme d'animosité. Pas contre la France. Je dis non. Il n'y a pas un sentiment anti-français, M. Guébré. Il y a un sentiment anti-politique africaine de la France. C'est différent. Maintenant, ce qui est curieux, c'est que c'est généralement quand les régimes en Afrique sont en difficulté que tout de suite on brandit le rôle de la France qui voudrait faire un coup d'État. Non, attention, si c'est repris par les tenanciers du pouvoir, c'est un jeu de forme. OK. Par contre, il y a longtemps que les peuples africains... Parce qu'on entend ces derniers temps dire que c'est parce que Roch-Marc Christian Kaboré aurait refusé de signer des accords. N'importe quoi. Roch-Marc Kaboré a refusé de signer des accords. OK, mais il n'est pas le premier président à avoir refusé, c'est depuis Maurice Yamuego. D'ailleurs, s'il le signe, il aurait brisé une chaîne de résistance que lui, il est arrivé à trouver. Il n'est pas le seul. La gloire de ne pas permettre une base militaire française s'installe ici revient à Maurice Yamuego, qui en premier a demandé le départ de l'armée française au moment de la décolonisation du Burkina Faso. Ensuite, les autres présidents ont tenu droit dans leurs bottes pour suivre Maurice Yamuego. Et puis le président Roch-Marc Christian Kaboré aimerait justement, je l'espère, d'ici les 4 années à venir, résister pour qu'il n'y ait pas ça. La France est dans son rôle de domination, de jouer à l'hégémonie française en Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest, c'est son précaré, c'est normal. Maintenant, que font les Africains? Qu'est-ce que nous, en tant que peuple burkinabé, nous devons faire justement pour limiter ou sortir de cette domination continue-là? Eh bien, c'est par l'attitude et la posture. Mais pour lutter, il faut être informé. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est esclave de se libérer des chaînes. Il ne voit pas ces chaînes.
Comment il va faire? Il faut d'abord informer. C'est pareil pour le jeu démocratique. Est-ce que, justement, la question ici, la cible pour les peuples en lutte, c'est directement la France ou c'est un travail d'impact sur la gouvernance au niveau des États, c'est-à-dire sur les dirigeants, parce que c'est eux, encore une fois, qui décident. Mais c'est ce qui se passe. C'est un travail d'impact sur les dirigeants. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Afrique. Les Africains, quand ils disent que c'est la France, c'est le factuel, c'est le réel, ok. Mais tout n'est pas la France, attention. Notre responsabilité est entière et engagée. Notre comportement en est la cause de ce qui se passe. Quand on ne veut plus être dominé, on dit non. Et dire non, ce n'est pas dans le verbe, c'est dans l'attitude et la posture. Quand on le fait, c'est bon. Il n'y a pas que les Africains qui luttent pour leur liberté vis-à-vis du système France-africaine. Il y a des Français, moi j'en connais, qui luttent, qui écrivent, qui battent le macadam, plus que certains Africains même, pour dire que leur pays est en train d'opérer un système d'hégémonie qui est dépassé. Et la France a plus peur de la grogne qui se passe dans son propre pays que sur le continent africain. Maintenant, il ne faut pas faire d'amalgame et opposer les Africains aux Français. C'est pour ça que je martèle et je répète encore une fois, M. Guébré, il n'y a pas de sentiment anti-français. Il y a un sentiment anti-système africain de la France. C'est la politique africaine de la France qui est vomie aujourd'hui. Ce n'est pas la France elle-même. Parce qu'en France, il y a des Français qui prennent fait et cause pour les Africains. Le temps presse, on va évoluer pour parler de perspectives. Justement, 2025, normalement, le Burkina ira aux élections, si tout se passe bien. Si nous réussissons justement à reconquérir l'ensemble du territoire aussi, c'est un enjeu. Faut-il aujourd'hui, dans ce contexte-là, regarder vers 2025? Écoutez, il ne faut pas du tout regarder vers 2025. 2025, qui va gouverner quel territoire? Il faut d'abord faire un travail psychologique de reprise de nos territoires. Et le meilleur travail que nous devons faire, c'est de surseoir à toute autre initiative autre que le retour de la paix et de la sécurité dans notre pays. Je vous assure que c'est le plus important aujourd'hui. Malheureusement, y compris dans le parti présidentiel, vous avez certains ténors qui y a la guerre de succession déjà. Le roi existe, le roi est malade, donc le roi est mort. C'est ce qui se passe. Et on sait qu'il y a des laboratoires qui se fabriquent partout pour tirer les ficelles, etc. On voit comment le leadership se prépare pour déjà remplacer le président Roch Marc Christian Kaboré. Peut-être qu'il n'y a que lui qui n'est pas conscient de cela. Tous ceux qui sont autour de lui ne l'aiment pas forcément. Et il faut faire très attention. Et donc, nous, on doit être dans une exigence, nous, la population, dans une exigence que la sécurité et la sécurité seule est notre priorité aujourd'hui. Allez dire aux gens de Marcoy que vous pensez aux élections de 2025. Allez dire aux familles des victimes d'hier et d'Inata que vous pensez à 2025. Dites à nos mamans meurtries, à nos frères et sœurs, à nos morts, allez sur les tombes dans nos cimetières et dites aux morts là que vous pensez à une élection en 2025. La sécurité avant tout. Et nous devons nous mettre en ordre de bataille. Opposition comme majorité, société civile, activistes, tout le monde pour exiger un changement systémique qui va amener la sécurité dans notre pays. La vérité, même si élection en 2025, faut-il espérer un changement qualitatif justement dans la gouvernance post-2025 avec ces acteurs? Moi, je pense que le système démocratique du Burkina est mal façonné. Nous sommes dans une oligarchie. Celui qui a l'argent gagne les élections. Tant qu'on va continuer comme ça, on sera toujours le lendemain des élections avec la gueule de bois. Même dans nos sociétés traditionnelles, vous allez dans un village, vous demandez au chef de village une compétence pour faire un travail, ce n'est pas son fils qui va vous envoyer. Hein. Parce qu'il y a l'orgueil du village. On va chercher le plus fort. Ça peut être le fils du plus pauvre du village. Parce que l'argent est secondaire. Mais tant que des populations burkinabées ne vont pas comprendre le système démocratique, le système électoral, et que c'est des billets de banque de 2000 qu'on va prendre pour pouvoir donner nos voix, on va toujours être dans cette misère-là. Pour qu'il y ait un changement, il faut que les sociétés civiles, il faut que les partis politiques, y compris d'opposition, il faut que la CENI fasse ce que moi j'appelle une pédagogie démocratique et électorale. Il y en a qui ne comprennent pas le jeu électoral jusqu'aujourd'hui. En 1980, le sida faisait ravage dans notre pays. Pour la première fois, des femmes et des hommes ont pris des pénis en bois avec des préservatifs pour aller au fin fond dans nos villages, montrer aux populations comment on enfile un préservatif. Ce qui était à Safourlaï. C'est inimaginable. Et donc, à un moment donné,
Il faut se dire que pour le même système, avec le même budget, il faut aller conscientiser les populations que l'élection présidentielle, nous ne cherchons pas une religion à Kosiam. Nous ne cherchons pas une ethnie à Kosiam. Nous ne sommes pas en train de chercher un pouvoir d'achat à Kosiam. Nous sommes en train de chercher un Burkinabé compétent pour diriger notre pays. Un homme d'État. Un homme d'État, un homme doté de leadership et d'exemplarité. Tant qu'on va courir derrière l'argent roi, on aura ce problème. Justement, vous parlez tout à l'heure de branle-bas et des positionnements, etc. On a vu récemment aussi ces démissions. Il y a notamment le cas de Sarah Sérémé, qui est redevenu très critique vis-à-vis du pouvoir, mais il y a aussi le cas du président du Conseil supérieur de la communication, Mathias, aussi, qui a démissionné parce qu'il est rentré justement dans le bureau. Non, bon, vous savez, il faut faire attention aux formes. Et en politique, moi je dis souvent, la forme ne tient pas le fond. C'est ça, la forme ne tient pas le fond. Pour Sarah Sérémé, je pense qu'il vaut mieux même ne pas savoir les raisons réelles de sa démission. Il faut mieux ne pas savoir les raisons réelles de sa démission. Parce qu'il y a d'autres raisons. Je vous assure qu'il vaut mieux ne pas savoir les raisons réelles de sa démission. Mais je vous dis que notre pays, au plus haut... Elle laisse voir que la situation sécuritaire, la gestion chaotique... Monsieur Guébré, le politicien a une veste. Les gens pensent parfois que la veste est à double face, mais elle peut être à triple face ou à 4 faces. Ils savent comment changer ça. Et on a vu ici que des gens qui ont milité avec le régime du président Blaise Compaoré pendant 27 ans, il a suffi d'une seule matinée pour demander pardon à la place de la nation et l'absolution totale et concrète a été accordée. Il faut faire attention aussi à ces retournements de dernière minute. Je vous dis que pour le cas de Sarah Sérémé, mieux vaut ne pas connaître les tenants et les aboutissants réels, je parle de réels de sa démission. Il y a des choses salaces. Non, je dis seulement ça et je préfère ne pas m'attarder sur ces sujets-là. Ce sont des sujets de bas niveau. Notre pays est en souffrance et il faut regarder la misère de nos populations. Et je crois très sincèrement que ça appelle chaque Burkinabé à élever le niveau, à élever son esprit. Et des Burkinabés compétents, des Burkinabés pétris de talent, il y en a. Ce n'est pas le moment de se décourager. Moi, j'ai foi en ce pays-là. Je vous assure, M. Guébré, j'ai espoir. Le Burkina ne va pas sombrer. Notre pays va se relever. Je vous assure que ce pays-là, au nom de nos ancêtres, au nom de tous les braves qui se sont battus et qui sont morts pour la terre de notre pays, le pays va se relever. Voilà. Norbert Zongo est mort, il y a eu 10 000 Norbert Zongo qui sont nés. Sankara est mort, des millions de Sankara sont ressuscités. Et ce pays ne va pas sombrer. Il faut y croire, mais il faut aussi travailler dans ce sens. Hein. Mais l'action, Joseph Kizerbo disait « Nan laran sara ». Et moi, je rajoute « Nan lora an ma foy ke folo ». Ça veut dire que si on est debout, même quand on n'est pas couché et qu'on est juste arrêté, on n'a rien fait. Il faut se mettre en marche, ensemble, pour transformer les choses. Il ne suffit pas d'être réveillé ou de ne pas être couché. Être debout et statique, rien ne va changer. Et on est là dans les prières, Dieu, Dieu. Oui, Dieu, c'est vrai. Mais Dieu bénit nos actions. Dieu bénit nos actions. Pendant que l'on prie Dieu, qu'est-ce qu'on fait à côté pour que ça marche? C'est là la grande question. Finalement, Lionel Bugo aurait des ambitions politiques, hein? Ça se dit? Ça aussi, je l'entends. Vous savez, j'entends tout et n'importe quoi sur ma personne. Et parfois, je suis même surpris, je me pose la question s'il n'y a pas un esprit qui prend mon corps, faire des choses la nuit et qui revient me le remettre avant que je me réveille. Non, mais c'est très sérieux. Mais en même temps, je dis, c'est normal. Quand les gens ne savent pas qui vous êtes, ne connaissent rien de vous, la nature a horreur du vide. Il faut des étiquettes. Je marche comme ça, vous ne voyez pas, mais passez-moi au scanner. Vous allez voir plein d'étiquettes, 10 millions d'étiquettes sur mon corps, parce que chacun est venu coller ce qu'il veut. Mais je dis une chose, je suis burkinabé comme tout le monde. Ceux qui font véhiculer ces ragots-là, je leur dis, j'ai le droit d'avoir des ambitions. Et le jour que j'aurai une ambition, je vais le dire. On a l'impression qu'on a laissé une minorité de personnes penser qu'il n'y a que eux, en fait, qui doivent avoir des ambitions ou doivent rêver ou participer à la vie de la nation. Moi, le jour que j'aurai une ambition, vous serez le premier, M. Gabriel, à le savoir. On est en fin d'émission, mais avant de nous quitter, il y a aussi cette affaire qui commence à faire du bruit. Hein. La presse en a parlé entre-temps, mais ces derniers temps aussi sur les réseaux sociaux, elle revient, l'affaire Rafi, cette affaire de marché de vente d'armes, de matériel militaire à nos forces de défense et de sécurité. Oui, vous savez, je vous dis que la question de l'armée est très problématique et très profonde.
moi j'appelle les militaires à être solidaires, à ne pas céder à la désunion. Mais aussi j'appelle les dirigeants politiques à avoir une responsabilité plus haute que celle qu'ils ont aujourd'hui. Que ceux qui sont incompétents démissionnent. Il y a certains pays, si les institutions fonctionnent normalement, la démission est automatique. Parce que la honte peut tuer. Mais aujourd'hui, la honte ne tue plus personne au Burkina. Et c'est ça le drame. L'affaire Rafik. Le Burkina cherche à acquérir du matériel militaire de haut niveau. Les populations parfois se plaignent, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que vous avez l'argent que vous pouvez acheter. Je vous assure qu'il y a une géopolitique internationale qui empêche l'acquisition de certains matériels. Oui, on vous parle de précarité, mais c'est réel. Mais si nos chefs d'État pouvaient s'asseoir, parler réellement du fond de leur cœur de ce qui se passe aujourd'hui, il y en a qui arrêteront peut-être certaines critiques. Vous avez votre argent, mais il y a du matériel que vous ne pouvez pas avoir. Les autres nations, ils investissent en recherche et développement pour développer des armes plus perfectionnées. Ils ne sont pas fous pour prendre ça, vous donner comme ça. Le Burkina a de l'argent, veut acquérir du matériel russe, du matériel volant russe, mais n'arrive pas, depuis des années. À cause d'un pays qui se dit c'est mon précaré, on ne peut pas. Les Russes sont des Occidentaux avant tout. Et comme Tiken Jah Fakoly l'a dit, si tu me laisses l'uranium, je te laisse la Tchétchénie, etc. L'échange se fait au plus haut niveau quand nous dormons ici, dans nos pays. C'est pour ça que je suis d'accord avec Kwame Nkrumah. L'unité africaine, ce n'est pas un vain mot. Tant que nous serons émiettés comme ça, on continuera à jouer sur notre dos. Et donc, c'est comme ça que le Burkina n'arriva pas, avec son argent, à acquérir le matériel qu'il veut, va passer par Rafi. Rafi, que l'on sait, vendeur d'armes, avec ses lobbies, etc., essaie de fournir ce matériel-là au Burkina. Et c'est vrai, il va chercher du matériel volant et il va tenter de modifier pour le rendre militarisé. Et c'est là que l'affaire sort. Effectivement, quand là, il se critique des marchés gré à gré pour pouvoir positionner des amis, etc., c'est ça. Même dans le secteur économique aujourd'hui au Burkina, vous avez des jeunes commerçants qui sont brillants mais qui n'arrivent plus à décoller parce que tout le système est sclérosé. C'est un système global qu'il faut changer et transformer. Tant qu'on ne va pas penser à la redistribution des richesses, à l'égalité des chances, à l'acquisition réelle de nos biens et à la bonne gouvernance, on va toujours avoir des problèmes comme ça. Et cette affaire Rafi, ça montre encore que nous n'avons plus d'État. Quand je vous dis que c'est un État failli, c'est vraiment un État failli. Il y a des rapports qui doivent être confidentiels, que nous voyons circuler dans les réseaux sociaux. C'est très dangereux même pour notre unité, je vous assure. Parce que les haines se font. Les djihadistes sont là, ils lisent la même chose que nous. Ils regardent la même chose que nous. C'est parce que dans nos institutions et dans nos administrations, il y a des Burkinabés qui ne croient même plus en l'État burkinabé. Ils n'ont plus confiance. Les Burkinabés vomissent leur propre pays. C'est ça. En fait, en réalité, il y en a qui ne veulent plus. Parfois, on se demande d'où viennent ces fuites. Est-ce que ce n'est pas dans l'entourage, justement, du président? Aussi, mais je vous dis qu'il y a des hypocrites dans l'entourage du président, mais il n'y a pas que ça. Il y a des désabusés aussi dans les institutions. Et certaines fuites même sont salutaires. Oui, parce que si ça ne fuitait pas, on ne saurait pas. On ne saurait pas en réalité tout ce qui se trame sur notre dos. On ne saurait pas qu'il y a des gens qui jouent avec l'argent public. On ne saurait pas. Et parce que ça fuite, on le sait. Et tant mieux. Parce que ça nous permet tous ensemble de comprendre dans quel état nous sommes aujourd'hui. Et l'heure est très grave. Je vous le dis encore une fois. L'heure n'est pas à la désunion. L'heure est à l'unité. L'heure est au changement, à la transformation du système pour pouvoir permettre au Burkina d'être encore le Burkina dans quelques mois ou dans quelques années. C'est notre espoir. Merci Lionel Bilgo d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. Merci M. Guéroy. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro de Surface de Vérité. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur BF1 et à dimanche prochain avec un nouvel invité.